read la Bible, Ringo? You read the Bible, Ringo? Not regularly, no. Well, there's this passage I got memorized. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know I am the Lord when I lay my vengeance upon you. I've been saying that shit for years. And if you heard it, that meant your ass. I never gave much thought to what it meant. I just thought it was some cold-blooded shit to say to a motherfucker before I popped a cap in his ass. But I saw some shit this morning made me think twice. See, now I'm thinking, maybe it means you're the evil man, and I'm the righteous man. And Mr. 9mm here, he's the shepherd protecting my righteous ass in the valley of darkness. Or it could mean you're the righteous man and I'm the shepherd. And it's the world that's evil and selfish. Now, I'd like that. But that shit ain't the truth. The truth is, you're the weak. And I'm the tyranny of evil men. But I'm trying, Ringo. I'm trying real hard to be the shepherd. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous au cours de mime? Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La mer suspectée en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir et bienvenue dans l'émission 100% Ciné sur Radio Campus Montpellier, The Cinema Show. Cette semaine, on revient pendant 1h30 sur un petit événement qui s'est tenu lors de la dernière quinzaine, le Festival de Cannes. Et pour ce faire, j'ai convié une partie des chroniqueurs qui ont suivi le festival. C'est notamment le cas de celui qui a déjà vu 10 fois le dernier Mandico alors qu'il a été que diffusé 3 fois à Cannes. Axel, comment ça va? Ça va super et toi? Ouais, ça va nickel. Je suis trop en forme là, putain. Vivement que ça commence là, j'ai trop hâte de parler d'un max de films. On a commencé. Ah merde. On a commencé. Ah bah c'est parti. Finkielkraut, tu fais la... tu fais le... Je faisais Finkielkraut. Je pensais que t'allais le faire toi-même, donc j'ai dû le faire moi. Non, vas-y, régale-toi. À ses côtés, on retrouve le teuffer de Cannes, Gauthier. Comment ça va? Gros teuffer à Cannes. J'étais-moi un gros teuffer. Ah ouais. J'ai pas, c'était tout pété comme présentation, mais j'avais envie de dire ça, tu vois. Ah bah Axel il se plaignait tous les jours que j'entrais hyper tard. Ouais, il arrêtait pas de nous réveiller à 4h du mat, c'est beau. Aïe. Ça c'est beau, hein. Les soirées avec Benoît Magimel et tout ce qui s'ensuit, on en parlait en off juste avant. Il était aussi à Cannes, à défaut de rôder dans les rues de Jacou la semaine dernière. Je parle de Nino, tu vas bien Nino? Ouais, ça va bien, mais tu sais, j'ai d'autres trucs que Jacou. Clapier, t'as Clapier aussi. Ouais. Il fait du rap aussi, Nino. Yes, allez, je vais m'arrêter là. Alors, il a décidé, Axel, il était très peu en forme avant le début de l'émission, et du coup, il a décidé de compenser en faisant des blagues de merde. Je peux faire une anecdote cannoise sur Nino. Ouais. Ah, bah c'est sur Nino, vas-y. Le Uber qui m'a emmené voir Hypnotique parce qu'on avait raté le bus, il mettait du Nino.
Voilà. Ah, bah écoute, c'est pas mal. C'est bien comme. En fait, moi, ils j'avais sont, un ils Uber sont qui deux à s'appelait, vraiment être fatigués. Attends, ça t'en parlera tout à l'heure. Elle est super. Alors, Il y a un Uber vas-y. qui s'appelait Mohamed Salah, vraiment comme le joueur de foot. J'ai trouvé ça hyper drôle. Ah ouais. Mohamed Salah, c'est trop drôle. Yes. Mais arrête, c'est hyper drôle. Enfin, donc pour compléter cette équipe 100%, j'avais noté masculine, mais j'ai envie de dire claquée au sol, du coup, vu tout ce qu'on vient d'entendre. Justine est en notre compagnie. Alors elle, contrairement à son alter ego Justine Trier, elle n'était pas au Festival de Cannes cette semaine, mais plutôt au Festival des moules frites de Lille. Tu peux me confirmer ça? Oui, je confirme. Oui. Comment tu vas? Bof, mais on est là. Elle a un coup de gueule contre le Diego. Le Diego a lancé. Attention, ils vont plus nous filer de place. Mais c'est déjà le cas en ce moment. Pas. Voilà. Moi, je passe toujours. Je sais pas pourquoi toi ça passe pas. Ça doit être ta gueule. Ouais, je pense que je suis pas assez. Je manque d'atouts. C'est Margot qui lui a refusé l'entrée. Ouais. Saluons aussi la régie du soir avec cette semaine Yanis, Julien et Déborah. Ce soir, on a commencé l'émission avec une scène de Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Alors j'ai 4 raisons à ça et vous savez quoi, vous allez les deviner un par un et ça vous fera des points pour le quiz. Voilà, c'est cadeau. On va commencer par Justine parce que c'est celle qui était pas à Cannes. Pourquoi à ton avis j'ai mis Pulp Fiction cette semaine en scène d'ouverture? Parce qu'il y avait Tarantino. J'ai besoin de plus de précision. Genre, il a fait une masterclass pour expliquer le cinéma. Ça passe, je te donne un point. Tu seras avec Nino tout à l'heure. Nino, t'as une deuxième raison à ça? C'est J'en ai 4. Les 30 ans. Les 30 ans de quoi? Quasi. Le gars, il donne les 30 ans c'est les 30 ans. Les 30 ans de la sortie du film? Non, c'est pas ça. À peu près. C'est pas ça. Vas-y, Gauthier. Parce qu'il a remis le Grand Prix avec Corman sur ça. Ok, c'est bon. Je prends un autre point. Pulp Fiction a eu une palme d'or. Bah oui, c'est ça. Tout simplement. Tout simplement, c'est la Palme d'Or 94. Donc c'est 29 ans pour le moment. Ouais. Et j'avais une dernière raison un peu plus tirée par les cheveux. Je vous donne un deuxième point, bien sûr, du coup, Axel et Gauthier. Est-ce que vous l'avez? Donne un indice, elle est un peu plus tirée par les cheveux. C'est pas parce que ça ressemble un peu à Omar Fraise. Parce qu'il y avait mais Gauthier il est fort, c'est ça. Il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de critiques qui l'ont comparé, du coup, qui ont comparé Omar la Fraise au cinéma de Tarantino, et c'était aussi pour ça que j'ai ouvert l'émission. Il manque Magimel à Pulp Fiction. Oui, ça c'est vrai. Il manque Magimel à Pulp Fiction. Il manque peut-être Tarantino à Omar la Fraise aussi. Troisième point du coup pour Gauthier et Axel, vous commencez avec un peu d'avance. Avant le quiz de tout à l'heure, un point pour l'équipe de Nino et Justine. Il y avait Uma Thurman en ouverture, ça peut pas faire un point en plus? Vas-y, t'étais pas là, je te le donne. Quoi? Ah, je le donne. Il y avait Samuel L. Jackson à la forêt Arte. Il y avait aussi la femme de Bruce Willis de Pulp Fiction. Maria de Medeiros. Ouais, c'est vrai. Elle était là. Je l'ai croisé à la sortie de Debussy à un moment. Ça mérite un point. Donc, en plus d'un débrief complet du palmarès et de la 76e édition du Festival de Cannes, nous débattrons de 2 films qui étaient présents à Cannes cette année, Omar la Fraise d'Elias Belkadar et L'amour et les forêts de Valérie Donzelli. Le quiz, notre top spécial Cannes et les recos de l'équipe seront également au programme de la fin de l'émission. Si vous êtes prêts et prêtes, je vous propose d'ouvrir ce 36e épisode de la saison avec le débrief cannois. Alors vous allez m'écouter attentivement parce qu'il y a un ex-aequo. En direct de la Croisette. Je préfère la folie des passions à la sagesse de l'indifférence. Le Point Cannes. De The Cinema Show. Bonsoir. Il est excité cet Axel ce soir. Je suis obligé. Et pourtant je lui montre. Non, je crois pas. Du mardi 16 donc au samedi 27 mai s'est tenue la 76e édition du Festival de Cannes. Une édition qui a vu triompher 2 ans après Julia Ducournau une nouvelle cinéaste française, Justine Trier, et son Anatomie d'une chute. Et ça fait déjà réagir. On peut proposer directement, on peut commencer par un petit extrait du moment où Robin Oslund, du coup, le président du jury, annonce qui est la Palme d'Or. Voilà. The Palme d'Or 2023 goes to
Justin Trier. Yastin, j'adore quand il le dit. Moi, j'avais pas compris quand il l'a dit. Ouais, mais même elle a pas compris, je pense. On va appeler Justine d'ailleurs, Yastin, tout le reste de la soirée maintenant, à la Ruben. Donc tu commençais déjà à râler, Axel. Alors, Anatomie d'une chute, c'était pas terrible ? Tout le monde a adoré, donc je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Moi, je trouve que c'est un bon film, mais juste, j'ai rien trouvé de plus, en fait. C'est ça que une Palme d'Or, t'es censé avoir un petit truc en plus, tu vois, quand même. Mais c'est Palme d'Or, c'est peut-être la récompense la plus prestigieuse au monde avec un Oscar, à la limite. Donc, c'est très attendu qu'il ait un prix, c'était très attendu qu'il ait probablement la Palme. Ça jouait avec Zone of Interest et 2-3 films. Donc, vraiment aucun étonnement quand il l'a dit. Juste, moi, en sortant de la salle, je me disais... j'ai vu un bon film, mais vraiment pas plus qu'un bon film. Et donc, je trouve ça dommage que ça ait une Palme d'Or. Mais bon. Gauthier, Nino, vous l'avez vu ? Ouais, même je dirais que j'ai pas trouvé plus dans la sélection, en fait, parce que moi, mes gros coups de cœur, c'était vraiment plus à la quinzaine ou à la semaine de la critique. Et dans la sélection, c'était mon favori, mais c'était pas non plus... j'ai beaucoup aimé, mais c'était pas non plus un énorme coup de cœur. Vous dites tout ça quand on vous a demandé vos pronostics pendant la semaine, vous l'avez sorti, Anatomie d'une chute ? Oui, j'ai une story qui le prouve. Moi aussi, il était dans mes pronos. Moi je vous ai demandé, à la radio je vous ai demandé. Mais je l'ai pas dit, je crois que je l'ai dit aussi. Tu l'as dit toi ? Mais je crois que j'ai dit... Eh ben je vous écoute pas. Voilà. C'est toi le... C'est juste ça. Je voulais voir si vous suiviez. Non, j'ai vérifié. Ouais, Gauthier, toi J'ai pas vu le film. T'as pas vu le film, t'es passé à côté. Ouais. Ok, et donc tu as commencé à le dire, Grand Prix pour Zone of Interest de Jonathan Glazer, qui avait fait notamment Under the Skin, c'est quoi ses précédents films ? Beast, non, un truc comme ça ? Ouais, ah putain, je les ai vus, mais je me rappelle plus. Bon, je vais rechercher ça tout de suite. Ce film-là, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi j'ai bien aimé, c'est un film qui déconcerne beaucoup, on est un peu perdu au début, je savais pas quoi trop penser du film. En sortant, j'en parlais avec Margot qui a eu beaucoup plus de mal que moi avec le film. Il a un cinéma très particulier en même temps. En fait, en sortant, je lui ai dit, je sais pas si j'ai aimé, mais en tout cas, c'est un film qui va me marquer et auquel je vais repenser plus tard. Et petit à petit, il grandit un peu en moi. Il est loin d'être parfait, je trouve qu'il est un peu pompeux à certains moments, mais je trouve que c'est une proposition vraiment intéressante. Ok, il avait fait Sexy Beast et Birth, c'était ça, ceux avant du coup Under the Skin. Tu l'as vu aussi, Axel ? Ouais, moi j'avais en sortant de la salle, j'avais beaucoup aimé, j'adore l'idée, je trouve ça génial de faire un quasi-documentaire sur une famille de nazis à côté d'Auschwitz. Enfin, l'idée est ahurissante et c'est hyper bien exécuté. Juste à l'inverse de Gauthier, plus j'avance et plus je tempère mon avis et je le trouve bien, mais effectivement assez pompeux par certains moments. Il y a un moment où il fait un écho au présent qui me dérange beaucoup. Je trouvais pas ça utile du tout. Mais sinon, ça reste une proposition hyper intéressante. Ça, vraiment, c'est fou comme idée et il l'exécute vachement bien. Donc, je trouve quand même que ça reste un bon film et le prix était assez mérité. Mais voilà, je suis pas non plus sur un gros coup de cœur. Tu l'as vu, toi, Nino ? Non. On va continuer à parcourir un petit peu les prix qui ont été remis. Alors, prix de la mise en scène, c'est pour Tran Han Hong pour La Passion de Dodin Bouffon, un film avec donc Benoît Magimel et Juliette Binoche. C'est une adaptation d'une bande dessinée, je crois. Qui est là aussi, vous l'avez vu ? Je l'ai vu. Ouais. Ça mérite un prix de la mise en scène ? En vrai, un petit peu. En vrai, ouais. s'il devait gagner un truc, c'était celui-là. Ouais, je suis d'accord. Ok. Parce qu'en fait, c'est un film qui est un peu... On médite devant le film, parce que vraiment, par exemple, les 40 premières minutes, on voit juste des gens faire de la cuisine. Du coup, il y a un côté très relaxant où tu vois les différentes textures des aliments et tout. C'est un épisode de Top Chef, c'est ça ? Ouais, moi, c'est ce que je me suis dit. Si j'avais envie de voir un épisode de Masterchef, je serais allé sur TF1. Je serais allé sur France 2. Sur France 2, Masterchef maintenant. Attention. Mais je sais même pas s'ils ont reconduit une nouvelle saison. Voilà, c'était le point sur Masterchef. Et du coup, quand on voit les personnages cuisiner, c'est intéressant. Mais quand ils commencent à parler, t'as tous envie de les gifler. C'est terrible. Les dialogues sont affreux. C'est terrible. Vraiment, c'est... Moi j'ai détesté, je suis parti au bout d'une heure et demie, mais prix de la mise en scène. Il dure combien de temps le film ? 2h20, c'est trop long, c'est beaucoup trop long, putain, pour voir des gens cuisiner. En même temps, il y a eu 40 minutes de cuisine d'abord. Plus, même c'est plus, je pense, j'ai vu les 2h20, il y a bien, 1h45 où ça cuisine. Ouais, vraiment, c'est que ça, quoi. Bon, et pour les fans de cuisine, ce film vous sciera le pied.
Prix d'interprétation masculine, c'est pour Koji Yakusho pour Perfect Days, et prix d'interprétation féminine, c'est Merve Dizdar pour Les Herbes Sèches. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Masculine, je crois qu'on est tous les deux très d'accord. Pareil. En fait, c'est le seul qui sortait un peu du lot, j'ai l'impression. Parce que c'est vraiment un film centré sur un seul personnage. Et on avait lu vraiment tout le long, du coup, il porte le film. Du coup, il n'y avait pas beaucoup de suspense, je trouve, pour lui. Ok, prix du scénario, c'est pour Yuji Sakamoto pour Monster. Prix, je sais pas si vous voulez réagir. Hein, vous hyper mérité. Ouais, c'est très mérité. Prix du jury, il fallait en donner un à qui Coris Maki, donc c'est le prix du jury pour cette année, c'est Les Feuilles Mortes. Palme d'or du court-métrage, c'est 27 de Flora Anne Burda. Mention spéciale aussi du court-métrage pour Phare. Et après, on avait des palmes d'honneur, mais ça, on en avait déjà parlé pour Michael Douglas et Harrison Ford qui ont eu lieu pendant la semaine. La Caméra d'or, est-ce que vous l'avez vu? Ah oui, moi, c'est un de mes gros coups de cœur. J'ai vraiment c'est adoré. L'Arbre au papillon d'or, du coup. Qu'est-ce que... Déjà, je pensais que le film durait 2 heures et en fait, il dure 3 heures. Du coup, j'étais un peu surpris. Mais ça, je me suis pas du tout ennuyé. C'est très contemplatif. Ça parle de foi, d'âme, de la vie, tout ça. Et j'ai vraiment adoré. C'est vraiment un super film. Donc, la Caméra d'or, on le rappelle, il récompense le meilleur premier film de la sélection. Ouais, donc c'est assez fou de voir un film comme ça en premier film. Et puis en plus, je l'avais vu avec une séance où il y avait le réalisateur, donc c'était cool. Très bien. On va s'intéresser à Un certain regard. Le jury, il était mené par John C. Reilly. How to Have Sex de Molly Manning Walker, qui a remporté le prix à Un certain regard. C'est un film qui est revenu beaucoup dans vos tops. On en reparlera, je pense. Là, comme ça... c'est hyper mérité, hyper solide. Hyper bien. Moi, on en reparlera après, mais c'est mon top 1 de ce que j'ai eu à Cannes. Et on en parlera. Il a fait un gros consensus. Tout le monde savait qu'il aurait soit la Caméra d'or, soit le prix Un certain regard. Tout le monde a aimé. Il y avait une ambiance de fou furieux dans la salle à la première. J'avais jamais vu ça à Un certain regard, donc c'était sûr qu'il aurait un prix. Et c'est hyper mérité. Très bien. Bon, je vais pas faire le reste des prix parce qu'il y en a des milliers à Cannes. Et là, je vous ai la fait Palme d'Or peut-être. Les plus importants. La Palme. Ouais, c'est pour. Le clébard dans Anatomie d'une chute. Non, il y a même une mention pour Ken Loach. Oui, c'est vrai, une Palme d'Or pour Ken Loach, à défaut d'avoir une nouvelle Palme d'Or. Dommage pour lui. On va revenir un petit peu sur ce qui a fait l'actualité sur le Festival de Cannes, et vous sur votre Festival de Cannes, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, tout ça. Mais je voulais d'abord revenir sur le fameux discours de Justine Triet qui a beaucoup fait parler dans la sphère politique après la remise de sa Palme d'Or. Ce que je vous propose, c'est d'abord qu'on l'écoute et puis ensuite on en reparle ensemble. Mais ce soir, vous me donnez la parole et je ne peux me contenter d'évoquer la joie que je ressens. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Évidemment, socialement, c'est là où c'est le plus choquant, mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société, et le cinéma n'y échappe pas. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Cette même exception culturelle sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui devant vous. Ce prix, je le dédie à toutes les jeunes réalisatrices, à tous les jeunes réalisateurs et même à ceux qui aujourd'hui n'arrivent pas à tourner. On se doit de leur faire de la place, cette place que j'ai prise il y a 15 ans dans un monde un peu moins hostile et qui considérait encore possible de se tromper et de recommencer. Donc la ministre notamment de la Culture, Rima Abdul-Malak, elle a réagi aux propos de Justine Triet. Elle a dit qu'elle était estomaquée, que ces attaques étaient injustes. Qu'est-ce qu'on en pense ici autour de la table? Elle a dit aussi quand même que c'était en gros grâce au gouvernement qu'elle pouvait cinéma, faire ces films notamment. Ce qui est important quand même à rajouter.
On n'est pas d'accord, bien sûr, avec les propos du gouvernement, j'imagine. Mais avec Justine, on est d'accord. Avec Justine aussi. Avec Justine. Là, avec les deux Justine. Moi, je suis très en désaccord avec ce qu'elle dit, Justine Triet. Non, évidemment, Slay Queen, elle a tout à fait raison de prendre la parole sur ça. Ce qui est un peu bâtard, c'est qu'il y a plein de gens aussi qui lui seront retombés après pour dire la guerre en Ukraine. Non, mais ouais, et puis si tu devais, je sais pas, Jane Fonda qui leur mettait le prix, je sais qu'elle était pas d'accord avec ça. Elise Moon, j'ai vu un tweet d'Elise Moon. Je pense qu'elle était d'accord. Ouais. Ah ouais, moi j'ai vu qu'elle était pas d'accord. Parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'elle était pas d'accord parce qu'elle lui avait balancé le truc alors que Jane Fonda est vraiment très très à gauche. C'est une des pour ça que ça me surprenait aussi. Elise Moon n'était pas d'accord. Hein. Il a dit, moi quand je recevrai ma palme d'or pour Ducobu 21, je dirais juste merci. Juste pour info, on est resté beaucoup sur ça sur Justine Triet, mais avant qu'elle dise son discours, elle a remercié aussi des gens. Donc t'inquiète, Ellie. C'est que t'as pas regardé la cérémonie de clôture sûrement. Non, mais ça lui a reproché de ne pas avoir parlé des autres problèmes. Elle a une tribune de 5 minutes, évidemment qu'elle ne va pas pouvoir faire une énumération de tous les problèmes qu'il y a dans le monde. Donc elle s'est concentrée sur un truc qui l'a touché personnellement et qui touche le cinéma français en général, et je trouve ça très bien. Ouais, mais après, alors je vais me faire l'avocat du diable aussi. Il est en faux. Les gens disent, oui, mais c'est une privilégiée aussi. Le Festival de Cannes, c'est un truc aussi de privilégié, donc... Mais c'est ce qu'elle parle dans son discours, de toute façon, qu'elle est. Oui, justement, oui, effectivement, oui. C'est pour que des gens comme elle puissent prendre la place qu'elle a, on se bat pour que cette exception culturelle française persiste. Et moi, sur le coup, j'avais trouvé ça vraiment nécessaire en vrai comme discours, surtout quand on voit un festival où au final, il n'y a pas eu tellement de revendications et tout. Et au final, elle dit des trucs que je pense plein de Français pensent depuis des années. Je suis peut-être un peu naïf, mais ça a surpris qu'on lui tombe tous dessus. Mais je sais pas, les trucs qu'elle dit, pour moi, c'est vraiment évident, quoi. D'autres réactions ou on passe à autre chose? On revient au film? Non, oui, moi je trouvais ça normal et sincère d'évoquer la réforme des retraites déjà pour commencer son discours et pas juste parler du secteur du cinéma. D'ailleurs, elle se fait applaudir au moment quand même où elle parlait de ça, donc il y a aussi des gens qui partagent cet avis-là. Et oui, tout ce qu'elle a dit derrière était totalement vrai et je trouve que c'était très bien tourné la façon dont elle a dit, comme disait Axel, avec le côté de assumer aussi qu'on a fait l'ENS, qu'on vient d'un certain milieu et qu'il faut de la place pour d'autres personnes et que le milieu actuel le permet de moins en moins, que chaque année ça empire. Très bien. Bon, on va revenir donc au long métrage de cette 76e édition. Déjà, globalement, qu'est-ce que vous avez pensé de la qualité des films? On était sur un bon cru sur ce que vous avez vu. Je trouve que c'est une très grande année. Ouais. Mais t'as vu combien de films, toi? 53. Ouais, donc t'as pu se faire un bon aperçu de ce qu'il y avait. Ouais. Gauthier, Nino? Moi, c'était la première année, du coup, je pouvais pas vraiment comparer. T'allais aux soirées, toi t'allais aux soirées surtout. Gros effort. Mais du coup, j'en ai vu 38 de films. Parce que Axel, c'est un malade de voir 53, je sais pas comment il a tenu, vraiment. Après, s'il se barre au bout d'une heure quand il y a trop de cuisine. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça aide. Et toi, Nino? Pareil, moi c'était mon premier festival de Cannes et au début, premier film que je me disais, il est trop bien ce film. Et en fait, ça va vraiment sur coup de cœur qui à chaque fois remet en cause les précédents. Et ouais, j'ai vu beaucoup de films que j'ai vraiment adoré et je n'ai vu 37. Ok, bon Axel, champion à continuité. Et alors là, j'ai des petites questions un peu sympas, voilà, comme ça, pour avoir votre ressenti. Non, mais c'est les mêmes chaque année, hein, vous savez, je devais pas présenter ce soir. C'était quoi votre meilleure expérience cannoise, votre meilleur film, tout ça, par exemple, déjà, cette année? C'est pas le meilleur comme ça. En tout cas, les films qui t'ont marqué. Les films qui m'ont marqué. Alors attends, je sors la liste. Ok, bon, ils vont mettre 10 minutes. Le temps de la moi, latence. c'est Conan évidemment, mais vas-y, c'est de la triche quoi. De Bertrand Mandico. Ouais, oui, il y a un Mandico, donc forcément je. Avant même de le voir, il avait mis 10 sur 10 au film. Oui, clairement, oui. De toute évidence, il n'y avait pas d'autre choix que. Non, en vrai, j'ai même pas mis 10, j'ai mis 9. Mais mais nouveau Mandico, j'étais obligé d'y aller, j'étais obligé d'adorer. T'allais boire un verre avec lui ou pas cette fois? Non, pas cette fois, mais bientôt, on va se faire un petit rendez-vous sur Paname. Ouais. Une petite bouffe tranquille. Un petit dodin bouffant là. Bah ouais. On va inviter Magimel, on va se régaler. Voilà.
La grosse régalade. Ouais, pareil sur Conan, c'était super. En plus, c'était trop bien parce que je suis allé à une séance cinéphile et Mandico s'est pointé à la fin pour répondre aux questions et tout, donc c'était trop cool. Genre à la licorne ou un truc Alexandre 3. Ouais. Putain, c'est fou. Je savais même pas que c'était possible. Bah tant mieux. Gauthier, t'as retrouvé quelques coups de cœur? Ouais, moi je voulais parler de Le règne animal qui m'a beaucoup surpris. C'était, je crois, le 2e ou 3e jour. Je m'attendais à rien, je suis rentré dans la salle sans quasiment rien connaître du film. Et en fait, c'est un film fantastique français où, par on ne sait quelle raison, il y a une maladie qui s'est développée où des humains se transforment petit à petit en animal. Et c'est un film fantastique où, pour une fois, ce n'est pas critiqué, enfin, c'est pas moqué qu'on fasse du fantastique en France. Pour une fois, pour une fois, c'est un projet sérieux. C'est avec Romain Duris, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est, comment il s'appelle, celui qui avait fait Les Combattants, le réalisateur. Il avait pas Thomas fait Caillet. Voilà. C'est pas ça? Je sais plus. Ouais. Je sais plus qui c'est. Et du coup, ça a fait du bien de voir un film fantastique français qui va vraiment au bout de ses idées et qui ne s'arrête pas au bout de chemin parce qu'il a trop peur de s'aventurer dans quelque chose d'un peu inconnu. C'est bien Thomas Caillet qui a réalisé Le règne animal. Et toi, Nino, des coups de cœur autre gros coup de cœur, Mandico? c'était The Sweet East de Sean Price Williams, qui est le chef-op de Good Time notamment. Et du coup, c'était vraiment une super expérience sensorielle, hein, autant au niveau visuel que sonore, beaucoup d'expérimentation et tout. Et puis au niveau de l'histoire, c'est une réinterprétation actuelle un peu d'Alice au Pays des Merveilles dans l'Amérique du Sud surtout. Et c'était vraiment un très gros coup de cœur. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des films qui vous ont déçus et qu'il faudra absolument éviter à leur sortie? Moi j'en ai un, ouais, c'est... vas-y Nino, si t'en as un qui te vient tout de suite. Je crois que le film que j'ai le plus détesté, c'est Élémentaire. Ok. T'as pu le voir? Ouais. Ça. Et le nouveau Pixar? Ouais. Déjà, ça fait un moment que Pixar sort pas des films vraiment gros coup de cœur. Il y a des trucs sympas, mais sans plus. Mais là, pour le coup, j'en tire vraiment rien, je crois. Je me suis même ennuyé, alors que un Pixar, normalement, on s'ennuie pas. Je me suis vraiment ennuyé quasi dès le début du film. Mais dans les bandes 11, déjà, ça a l'air d'être pas ouf. Mais ça a l'air de ressembler à beaucoup d'autres projets. J'ai l'impression que c'est dommage qu'ils aient pas plutôt sélectionné un film comme Spider-Man. Ça aurait été incroyable. Spider-Verse, tout ça. Voilà. Ouais. Parce que ça aurait un peu changé des sélections habituelles de Pixar. C'est vrai. Et vous, les garçons? Parlons d'Indiana Jones 5. Ah ouais, Indiana Jones 5, c'était pas terrible? J'aime beaucoup la première heure, mais le film dure 2h30 et l'1h30 qui reste, ça descend mais vraiment sévère. Et la fin, j'ai trouvé que c'était assez ridicule même. Au bout d'un moment, je suis plus ridicule que le royaume du crâne de cristal. Faut pas abuser, mais il y a une séquence qui, en vrai, j'aime bien le 4. Ouais, je pense que t'es le seul ici. Et il y a une séquence qui vraiment, c'est à la limite du nanar. Ok. Ce qu'ils font. Bon, de découvrir ça, il sort fin juin. Ouais. Axel? Bon, il y a eu 2-3 belles merdes, mais Rosalie, déjà, c'était quand même vraiment pas mal dans le royaume du caca, on était bien. C'était vraiment très 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 mauvais. Et évidemment, Hong Sang-soo. Celui-là, c'est l'inverse de Mandico. J'y vais par plaisir de le détester. J'aime aller voir ses films et vraiment tous à chaque fois haïr les films. Et celui-là, j'ai trouvé vraiment particulièrement affreux. Même pour Hong Sang-soo. C'était le premier que je voyais et j'ai beaucoup aimé. Ouais, mais Hong Sang-soo, ça passe ou ça casse. Hein. J'ai des potes qui aiment beaucoup et qui aiment tous ses films. Mais celui-là, je le trouve vraiment particulièrement mauvais dans son genre. C'est vrai que c'est très particulier après comme forme. Il y en a un que j'aime, c'est Contes de cinéma. Et sinon, depuis, j'ai détesté tout ce que j'ai vu de lui. Florent dit dans le chat, Gauthier, tu m'enlèveras pas la hype pour Indiana Jones 5. Qu'il y aille, j'espère qu'il va aimer. Et par contre, si je peux tirer une dernière balle, l'été dernier, c'est une merde. Mais nique ta mère. Je sais. On était J'ai vu qu'il était dans le top d'Axel. Ouais. Mais en fait, on l'a vu ensemble. Mais c'est une catastrophe. C'est faux. Vraiment, c'est un téléfilm. Téléfilm TF1.
Voilà. Il y a les randonneuses qui ont très bien marché pendant le Festival de Cannes sur TF1. Donc, le même niveau, je pense. En parlant de films qui marchent, d'audience qui marche, le Festival de Cannes, là, 3,16 millions de téléspectateurs pour la clôture, 1,99 millions pour l'ouverture. C'est des chiffres qui sont assez en hausse. Après, en même temps, c'est expliqué par l'effet France Télévisions. Avant, c'était sur Canal. Donc, mais c'était en clair sur Canal, en vrai. C'était en clair, mais les gens vont moins sur... Tu vois, c'est comme TF1, genre les gens... Tu mets le même film sur TF1 ou sur France 2 le dimanche soir, sur TF1, il a toujours, je sais pas, peut-être 30% de plus de téléspectateurs. Ça a monté par rapport à l'année dernière, qui était aussi ça, ça a un peu alors j'ai l'impression que pour la clôture ça a pas monté tant que ça, alors que pourtant France Télévisions dit que ça a monté, mais moi j'avais les chiffres de l'an dernier, c'était un peu plus. Par contre le pic était plus haut, il était à 3,8 millions de téléspectateurs. Et ce que je peux vous proposer, c'est que j'ai un dernier extrait, c'est le discours de Chiara Mastroianni, et après on en reparle juste après si vous voulez bien. Le cinéma possède cette force de partir dans tous les sens, dans toutes les directions. On ne sait jamais s'il ressemblera à des instants de nos vies, ou plutôt de nos rêves. On ne sait jamais s'il prédit notre avenir, ou s'il fait ressurgir nos souvenirs. Donc Chiara Mastroianni, vous en avez pensé quoi de sa présentation ? La cérémonie, ils sont en train de se parler, de se briefer pour après. La présentation de Chiara Mastroianni, c'était bien en maîtresse de cérémonie ? Non. Oui, non, peut-être. Ok. On se fait chier un peu, quoi. C'est classique, non ? Ouais, voilà. c'est très classique. C'est banal, hein. Justine, tu l'as regardé? Ouais, je l'avais regardé en vidéo justement pour les actus, au cas où il y avait une action, un truc féministe, je sais pas. J'avais un espoir avec les histoires de Jeanne Barry. Il y a espoir éteint très rapidement, mais on se faisait vraiment chier. Du coup, en regardant chez soi, chaque année, je trouve ça un peu boring, mais là, c'était particulièrement chiant. Je pense qu'elle peut se casser, Justine. Bon, et allez, une petite anecdote pour finir. Je sais que je vous en ai déjà demandé pendant les Méridionales et tout, mais est-ce que vous en avez d'autres sur ce festival de Cannes? Qui veut dégainer en premier là? Gauthier, je te sens, il sourit. Ouais, t'as un truc à dire? J'ai aucun gros truc à raconter. Il n'y a pas eu de truc un peu croustillant? Non, que ça. Putain, Axel, fais-nous rêver. Axel, oui, Crottefeu. Mais j'ai rien. Vous étiez plus inspiré dans les Méridionales. J'ai un truc. Parce que tu parlais de France TV. Ouais. Ils ont fait un concert samedi. Je sais pas d'ailleurs si ça a bien marché ou pas. Mais l'enregistrement était, je pense, un des moments les plus cringe de 2 semaines. C'est-à-dire que le mec qui présentait, je sais pas qui c'était, mais il faisait des blagues et tout, c'était horrible. Il y avait des problèmes techniques, genre ils ont recommencé plusieurs chansons parce que ça marchait pas ou je sais pas quoi. T'entendais le mec qui... Bon, ça, je pense que ça doit être normal à la télé, mais t'entendais le mec qui disait applause s'il vous plaît. Les gens qui applaudissaient et tout, mais genre, qui avaient pas envie, quoi. Et c'était vraiment très drôle à voir. En plus, on n'avait pas réussi à avoir de place sur les transats, donc on était genre derrière le grillage, mais de notre point de vue, c'était très drôle. Ok, voilà, il nous fait rêver, Nino, avec des trucs cringe. Ça, c'est le Cannes qu'on veut. Si, attends, j'ai 2 minutes truc. Je me suis fait j'ai juste mangé avec Martin Scorsese et DiCaprio. Je me suis fait interviewer par Europe 1 à la sortie de Jeanne du Barry. Et du coup, j'ai pu le déglinguer et j'ai écouté. Et apparemment, je suis passé le lendemain sur Europe 1. Sur Europe 1, mais faut qu'on Putain, si j'avais su, je serais allé chercher l'extrait. J'aurais fait. Mais tu sais quoi, Axel, nos équipes m'ont retrouvé cet extrait sur Europe 1. J'espère. Mais malheureusement, je n'ai pas ça. Mais on peut le retrouver pour la semaine prochaine. On le retrouvera pas la semaine prochaine si j'ai pas la flemme de chercher. Gauthier, rien, toujours moi, rien. À part les expériences que j'ai vécues mais qui faisaient partie du festival, j'ai rien à côté vraiment autour. Bah ouais, t'avais pas de vie à côté, quoi, tu faisais la fête à ce qui paraît, mais tu veux pas nous dire ce qui se passe à Cannes, reste à Cannes. Il bourrer la gueule, mais en fait il a aucun souvenir, il faisait des blackouts tous les soirs, il rentrait, il vomissait et après il allait se coucher, il a aucun souvenir. Ouais. Bon, et toi Justine, au festival des moules frites, t'avais une anecdote ou pas? Oui, du coup j'ai vu des gens qui parlaient de la grève de Verbaudet. N'hésitez pas à réécouter ma méridionale d'hier. Oui, il faut pas hésiter à la réécouter, il y a une très bonne chronique aussi sur le sport, je sais pas pourquoi je dis ça. Il y a quand même Nadine qui a pris 5 assiettes de moules, je trouve que c'est un moment à noter quand même. Non mais c'est meilleur les Welsh. Ah ouais, je pense qu'on aurait dû faire un débrief plutôt de ton week-end à Lille. Notre débrief de Cannes est terminé, mais restons tout de même dans l'atmosphère du festival avec nos 2 films prévus au programme de ce soir, L'amour et les forêts et Omar la fraise. Et on débute tout de suite avec le film qui vous permet de voir Benoît Magimel en Tarlet Jaziri, Omar la fraise d'Elias Belkader, bande-annonce. Omar Zerouki, plus connu sous le nom d'Omar la fraise.
T'as pris 20 ans ce matin à Paris, par défaut. T'as une bonne nouvelle? La patrie de ton père, le Jazair, va te garder ici en sécurité, au soleil. T'es 100% Jazairi. Wallah, ça m'émeut. Je vais pouvoir crever ici, quoi. C'est Omar. Il déprime, il veut rentrer en France. Mais tu crois que je vais passer ma vie au bord de la piscine où il n'y a pas d'eau? Il t'a dit quoi, l'avocat? Si tu bouges une oreille, tu vas voir que tu vas repartir au placard. Omar, Roger, Wallah, vous êtes deux légendes. Pourquoi tu me fais des clins d'œil quand tu me parles? Tu veux me baiser? Tu veux le baiser? On va devenir des entrepreneurs, toi et moi. On va faire de l'oseille. Dans ce pays, tu veux devenir millionnaire? Faut commencer milliardaire. Qu'est-ce qu'il a? Ça me rappelle quelqu'un. Vous êtes des durs, hein. Vas-y, toi, tu peux rentrer à Paname, t'es libre. Omar Zerouki, le nouveau gérant associé. Frérot, à la vie et à la mort. Pour moi, Omar, c'est quelqu'un qui porte en lui de l'humanisme. De la joie de vivre. Je qui suis ta pute, moi. Et ses racines, je veux qu'il renoue avec. Santé. Ouais. N'essayez même pas, on bosse, ça suffit. Yaho, pourquoi on l'appelle Omar la fraise? Parce qu'il opère ta dentiste. Omar la fraise d'Elias Belkader qui fait rire les gens pendant la bande-annonce, donc c'est vraiment qu'on a apprécié, je ne sais pas, on va voir. Omar, joué par Reda Kateb, plus connu donc sous le nom d'Omar la fraise, est un bandit à l'ancienne, contraint à la cavale en Algérie, il vit de petites magouilles accompagné de son illustre acolyte Roger, joué par Benoît Magimel. Après avoir régné sur le milieu du banditisme français durant des décennies, ils devaient ensemble accepter leur nouvelle vie alors qu'ils n'ont vécu jusqu'à présent que dans la débauche et la violence. Complète ce casting, ce duo, c'est Meriem Amiar qui joue donc le troisième rôle important. Il était présenté en séance de minuit à Cannes. Vous l'avez vu pendant cette séance? Qui l'a vu pendant cette séance? Oui, j'y étais aussi. Oui. Donc vous étiez, comme tu aimes bien le dire, Gauthier, avec Dua Lipa. Ça me fait c'est ça, voilà. Ça me fait beaucoup rire d'avoir vu ce film avec Dua Lipa dans la salle. J'espère qu'elle s'est bien marrée. T'étais pas à côté d'elle? Pas du tout. J'étais au balcon, elle était tout en bas. Donc, Moi j'étais en bas, mais j'ai pas vu Dua Lipa. Ah. Parce que c'est toi qui prenais toute la lumière. Oh là là. Justine, qu'est-ce que tu as pensé d'Omar la fraise, toi qui l'as vu plutôt au diagonal dans de meilleures conditions, j'imagine? Il y avait Dua Lipa aussi au diago? Peut-être, hein, j'ai pas regardé après tout. Elle était au c'est normal, aussi, c'est toi qui prenais toute la lumière. Non mais j'ai adoré, j'ai vraiment adoré le film. Bon, après je l'attendais vraiment avec impatience, genre la bande-annonce déjà m'avait fait mourir de rire, le casting, j'adore Reda Kateb, la bande-son est incroyable, mais au-delà de ça, j'avais un peu peur avec le synopsis, et c'est vrai quand je suis sortie, j'avais une autre pote à moi dans la salle qui m'a dit j'ai aimé, mais l'histoire c'est pas assez construit, et ça je veux bien laisser ça. Pour moi c'est le seul petit défaut, c'est qu'à un moment donné on peut un peu lâcher l'histoire parce que je trouve que ça tourne pas tant que ça autour de ça, mais par contre le film est hilarant. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup ri. Et je déteste les comédies. Vraiment, c'est pas du tout mon truc. Et à chaque fois, j'attends avec impatience ce genre de film. Je crois que la dernière fois que je m'étais tapé des barres comme ça, c'était dans Les Misérables et dans des films de Romain Gavras, quoi. Donc, j'étais très contente. Athéna, très drôle. Très drôle, Athéna. La comédie de l'année. Non, mais la daronne, je crois, il avait fait. Quoi? La daronne? Il avait pas fait c'est Jean-Paul Salomé, mais surtout, c'est une énorme merde. Ah ouais? Mais attends, juste il y en a un de Gavras qui est Le monde est à toi, exceptionnel. Okay, non, oui, voilà, c'est mon humour à moi. Et là, j'ai adoré. Et même sur la culture algérienne, je trouvais ça vachement intéressant. Enfin, il y avait vraiment des beaux plans. Et je trouve que c'était intéressant comme façon d'amener aussi sur des sujets beaucoup plus touchy. Enfin, il y a notamment les conditions en prison, comment ça se passe en gros là-bas. Et il y avait plein de trucs hyper réalistes. Enfin, le fait de avoir des énormes baraques comme ça, où en fait, tu peux pas construire ta piscine derrière parce que c'est trop la merde, qu'il y a personne, avec rien à l'intérieur, avec les entreprises où tout est qu'une question
de bisbis. Enfin, t'as une phrase à un moment donné qui est incroyable et qui pour moi reflète vraiment le pays. C'est si tu veux devenir millionnaire ici, faut être milliardaire. Et ça, c'est, enfin, vraiment, t'as plein de trucs exceptionnels sur le rapport algérien et la société algérienne qui sont hyper bien mis. Et ouais, au-delà de ça, enfin, vraiment juste se marrer et en même temps voir autant de scènes quand même hyper brutes et gore, enfin vraiment pas adaptées à tout public. Par contre, pour le coup, pour moi, c'était encore mieux, quoi. C'était vraiment avec des belles scènes trash. Enfin, c'était tout ce que j'aime. Donc voilà. Je suis d'accord. Il y a des trucs qui sont comiques et qui fonctionnent bien à certains moments, mais je trouve que le film il se perd tellement, ça tu l'as dit, avec le scénario, on sait pas trop où il veut aller de base, mais ça à la rigueur c'est pas grave. Mais tu vois, j'entends là les gens qui disent il le compare à Tarantino, mais je suis beaucoup plus d'accord avec ta comparaison avec Romain Gavras. Il court plutôt derrière Romain Gavras et ça se voit, c'est les mêmes gens qui sont derrière le film, de façon que ça soit dans les productions, mais même jusqu'au décor, parce que le décor c'est Arnaud Ross qu'on avait reçu pour Athéna par exemple, qui s'occupe encore des décors sur Omar La Fraise, donc c'est que des gens qui passent d'un projet à l'autre ensemble. Il y a Mouloud Achour qui est remercié par exemple à la fin du film au générique. Ils ont remercié CNews. Ouais, c'est nul aussi. Je trouvais ça pas mal. Parce que c'est Canal+, du coup, qui distribue et produit le film, je pense. Mais je trouve que ça tape complètement à côté par rapport au Monde est à toi. Et je pense que déjà, c'est parce que les acteurs, ils sont pas toujours au top niveau, j'ai trouvé. Même si Benoît Magimel m'a fait rire. Moi aussi j'avais envie que de voir Benoît Magimel en fait dans ce film. C'est ce qui est un peu dommage, et je trouve qu'il y a l'histoire d'amour aussi qui plombe complètement l'intrigue, et je pense que Gauthier il est d'accord avec moi. Moi c'est vraiment ça qui m'a le plus saoulé pendant le film. Ok, j'ai trouvé des passages drôles, Benoît Magimel il est incroyable, mais l'histoire d'amour qui prend bien 50 minutes sur 1h30. Ça devient l'histoire principale pendant un certain temps. Mais il délaisse l'histoire entre ces deux amis, entre Omar et le personnage de Benoît Magimel. Roger, ça c'est le prénom est trop Roger l'ermite. Pour ensuite partir sur une histoire d'amour qui m'a pas du tout intéressé, et au bout d'un moment je me suis vraiment ennuyé. J'ai l'impression qu'il sait pas quoi raconter en fait dans ce film, et qu'il a peut-être plein de petites idées de tiens on va faire ça un moment, genre le truc sur les sardines à la fin, tu vois, il y a des petits trucs comme ça, et après il a essayé de construire un film autour. Mais il arrive pas à mettre d'objectifs précis dès le début de son film, du coup on est un peu perdu. On a l'impression que ça dure 1h30, j'ai l'impression que ça a duré 2h30 minimum. Ouais. Parce que vraiment, au bout d'un moment, j'étais quand même en dehors au bout d'un moment. Alors que c'est écrit du coup, parce que c'est Elias Belkader, mais c'est aussi écrit par Thomas Bidguin, que moi j'aime bien, par Jérôme Pierrat aussi, donc ils sont plusieurs à travailler sur le film, et j'ai l'impression ils arrivent pas à doser le truc. Moi je suis pas tellement d'accord, hein, parce que voilà, je veux bien sur le côté, il y a des moments ça part un peu dans les clichés, et voilà, ce scénario où on sait pas tellement ce qu'ils en font à la fin par rapport à ce qu'ils avaient au début, qui réellement était bon, mais le film déjà il s'appelle pas Omar et Roger, il s'appelle Omar La Fraise, on va rester sur Omar La Fraise. Et genre, je trouve qu'il y a un truc intéressant dans la construction d'un personnage, genre, qui est français, qui a vécu quand même toute sa vie en France, quoi, et qui a des origines visiblement algériennes, mais qui ne sait pas parler. Genre, il sait pas parler arabe, le gars, il a aucun code. Et en fait, genre, je trouve ça intéressant, un gars, genre, qui est là, qui avait aucun code français, et qui a pris 20 ans de prison là-bas, et genre, qui se retrouve un peu coincé à aller en Algérie où il a pas les codes non plus, et où il essaye en fait de se construire en tant que personne, quoi, vu qu'il ne peut plus faire n'importe quoi. Je suis d'accord avec toi, c'est intéressant, mais je trouve que c'est très mal exécuté. Comme toi, j'attendais le film avec vraiment impatience. Quand j'ai vu l'affiche, même un petit peu l'univers, j'avais fait exprès de pas regarder même la bande-annonce, et c'est juste que hier soir quand je l'ai vu, j'ai été hyper déçu, hein. Franchement, très déçu. Mais bon. Nino? C'est vrai que le film souffre de la comparaison avec Le Monde est à toi, qui est bien au-dessus. Après, du coup, moi, je m'attendais à rien vu que j'ai découvert le film en allant le voir, et j'ai quand même passé un bon moment. Mais ouais, je suis d'accord avec vous sur le scénario. Il y a peut-être ça se perd sans doute. Et ce que tu dis sur la construction du personnage est hyper intéressant, mais c'est pas non plus le cœur du film, vu qu'il y a un peu plein d'autres trucs en même temps. Et puis même en termes de ton, ça se perd un peu, je trouve. Je sais pas si ça aurait peut-être été mieux d'aller à fond dans la comédie, parce que après, au bout d'un moment, ça part un peu trop dans le dramatique, même si ça et même dans la romance, du coup. Ouais. Hein.
Après, le côté dramatique, je trouve, marche un peu bien sur la fin, mais pas non plus tout du long. Ouais, mais encore une fois, je trouve que c'est quelque chose que Le Monde est à toi gérait aussi parfaitement bien. Et alors, il allait encore peut-être plus loin dans la comédie, mais en même temps, il gérait super bien ces passages dramatiques, je trouve. Mais c'est vrai que même dans les deux, il y a un peu un côté mélancolique des personnages, mais qui marche beaucoup mieux dans Le Monde est à toi. Et le personnage de Vincent Cassel, pour moi, c'est un peu un reflet dessus de Benoît Magimel dans mais Magimel, c'est son personnage de Pacifiction en Algérie. C'est vraiment commissaire de roller en Algérie, c'est à pleurer de rire. Alors, toi, tu te places où par rapport à ça? Moi, je l'avais pas vu à Cannes, j'avais annulé ma place, et tous ceux qui étaient sortis de la séance m'avaient dit c'est très moyen, c'est très bof, pas plus que ça et tout, donc j'avais aucune hype. Là en plus je rentrais de 52 films en 3 semaines, le dernier truc que j'avais envie c'était d'aller voir des films au cinéma, et j'étais hyper surpris en fait. J'ai trouvé ça génial en fait. Déjà un peu comme Le Monde est à toi, effectivement il a un humour gogol, genre vraiment débile, et je trouve ça génial en fait. Je trouve qu'on n'a pas assez cet humour là en général. On se prend trop au sérieux en fait des fois en faisant des comédies. C'est vrai que les Philippe Lachaud sont très sérieux, juste ça n'a rien à voir. Mais même Philippe Lachaud, je trouve, dans ses super-héros malgré ou quoi, il se prend trop au sérieux à certains moments quand il est premier degré dans la parodie ou quoi. Je trouve que c'est ça qui rate, et là c'est vraiment un humour gogol. Je le disais tout à l'heure pendant la pause, au moment où il va faire son footing, il s'arrête 5 minutes et c'est un énorme verre de vodka pour l'enquiller en 30 secondes. Je trouve que c'est une vanne qui marche hyper bien, et même toutes les interactions entre Magimel et Reda Kateb, elles marchent trop bien. Ils sont à pleurer de rire tous les deux quand ils sont dans la boîte de nuit. C'est lunaire, la scène, elle est ahurissante. Mais oui, mais je trouve que c'est mal monté, c'est mal mixé au niveau du son. Il y a jusqu'à des détails comme ça en fait, et qui font que la scène elle marche pas, je sais pas. Non, je trouve ça vraiment vraiment trop drôle. Après, l'humour c'est hyper subjectif, mais plus objectivement, par exemple sur la structure du scénario. En fait, au début, le film n'a pas vraiment de direction, mais c'est pour moi tout à fait logique, puisque les personnages arrivent dans un univers qu'ils ne connaissent pas, ils sont perdus, ils doivent tout reconstruire, donc c'est normal en fait que le scénario n'ait pas de direction, parce qu'on est perdu avec les personnages. Et ensuite, je trouve qu'au contraire, l'histoire d'amour est vachement bien amenée, puisque ça apporte une direction au personnage, dans la vie du personnage et dans le scénario. Et je trouve que la relation marche plutôt bien, elle est assez mignonne, tout est bien construit entre les deux, elle lui apprend des choses, il lui apprend des choses, et il y a un truc qui marche, qui est mignon, qui est beau, et qui fait rire en même temps aussi sur plein de scènes. Donc même la relation avec les gamins, je la trouve géniale, les gamins des rues qui prend sous son aile, je trouve ça génial comment en même temps il arrive à toujours garder le second degré, même dans des trucs comme disait Justine, hyper violents et hyper premier degré, où il y a toujours un côté décalé, comme dans Le Monde est à toi, qui fonctionne pas aussi bien que dans Le Monde est à toi, mais quand même qui fonctionne vachement bien. Moi je trouve que c'est un film super réussi à beaucoup de niveaux. En tout cas, c'est un film qui divise assez bien l'équipe pour une fois. Donc est-ce que vous êtes plutôt team Axel et Justine ou plutôt la team des autres cons? Et dites-le nous dans les commentaires si vous le souhaitez. Nous, on va marquer une première pause, et comme tout bon film qui se passe en Algérie et qui se respecte, on a le droit au Zina de Raina Rai dans la BO, bien oui, et d'Omar Lafraise. Mais le film commence sur ça en plus. Mais oui, pour notre première pause en musique, je vous propose de vous replonger dans ce classique de la musique algérienne sorti en 1989.
يا زينة عينك كبار عينك كبار يدخلوا المحنة للدار يا زينة والزين الزين والزين الزين وساكن سيدي ياسين يا زينة والفن والراي والفن والراي وخارج من بالعباس يا زينة راني مهموم منك ما جاني نوم قولي لي يماك وراه الحب بغاك يا زينة مانيش عليك وراني على الروميات يا زينة قولي لي واه ولا لا ولا قطعيني الياس مهموم بابك حلت العيون نجمات النجوم إيراني لا مغروم يا زينة C'était Raina Rai avec leur titre Zina. Et oui, c'est le retour de l'autotune, ça fait mal. Cette année, Valérie Donzelli revenait au festival avec son 6e film, L'amour et les forêts. On en parle après la bande-annonce. J'étais folle de lui. Eh bien oui, je parle fort parce que je suis heureux et j'ai envie de le crier. Il était d'une tendresse infinie. Oh, je t'aime. J'aime tout. Moi aussi. C'est plus sage d'attendre un peu. À mon âge, moi j'ai plus envie d'être sage. Bon, t'es sûr que tu vas pas regretter de faire tout ça pour moi? Ah, j'échange la mer contre les forêts. Et l'amour. Tu te plains de ton mari? Pourquoi tu fais toujours que je me plaigne de toi? Pardon, excusez-moi. Pourquoi tu m'as raccroché au nez? J'étais en cours. Tu rentres à quelle heure? 17h, pourquoi? Il t'appelle tout le temps, ton mari, hein? Oui, il est comme ça. Bah t'es complètement fou. Bah, je te parle mais tu réponds pas. J'ai réfléchi et on va rester là pour Noël, hein. C'est beaucoup plus simple. T'as besoin de voir du monde? On a besoin de voir personne, on est bien tous les deux. Je te veux que pour moi. Greg s'est arrangé pour me rendre la vie impossible. Et vous suivez? T'étais où? Je veux que tu répondes à la moindre de mes questions. T'étais où? Oh Blanche, je t'aime tellement. Je vous préviens, le chemin va être long. Vous devrez dire des choses qui vous font souffrir.
C'est une guerre. Elle spoil des zinzins, la bande-annonce. Ah ouais, tu trouves? Bah ouais, je trouve qu'il en raconte beaucoup. Hein. Ouais. Je suis d'accord, j'avais pas vu. Ouais, pareil. Et bah voilà, on va spoiler tout le monde. Donc L'amour et les forêts de... Qu'est-ce que vous venez de voir? Non, tu me rectifies pas l'autotune, je t'ai vu, Axel. De Valérie Donzelli. Donc, quand Blanche croise le chemin de Grégoire, elle pense rencontrer celui qu'elle cherche. Les liens qui les unissent se tissent rapidement et leur histoire se construit dans l'emportement. Le couple déménage, Blanche s'éloigne de sa famille, de sa sœur jumelle, s'ouvre à une nouvelle vie, mais fil après fil, elle se retrouve sous l'emprise d'un homme possessif et dangereux. Dans les deux rôles principaux, on retrouve Virginie Efira et Melville Poupeau qui, la même année, au Festival de Cannes, arrivent à se retrouver dans à la fois Jeanne du Barry et L'amour et les forêts. Quand on connaît tout ce qui se passe et tout ce qui entoure les deux films, c'est assez loquace. On trouve aussi au casting Romane Boringer, Virginie Ledoyen et Marie Rivière. Virginie Efira dans le rôle de la sœur aussi. Et oui. Oui, très mauvaise surprise, ça a eu deux rôles. Donc, il était présenté à Cannes première cette année dans cette sélection-là. Vous voulez commencer peut-être par là. Virginie Efira qui joue deux rôles, ça marche pas, c'est ça? En vrai, ça, au bout d'un moment, on s'y fait. Après, au début, c'est un peu bizarre. Moi, on me l'avait dit, on m'avait spoilé, donc j'étais déjà prêt psychologiquement à le voir. Sinon, Nino, tu penses quoi du film? Le film, ouais. Déjà... on est là pour parler de ça. On n'est pas là pour parler de Virginie Efira. On peut faire un spécial Virginie Efira, je pense. T'as l'air d'avoir des choses à dire sur Virginie Efira. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur Romane Boringer. Personne n'a jamais dit ça dans sa vie. Non. Déjà, le début du film qu'on voit un petit peu au début de la bande-annonce, qui est filmé avec une espèce de pellicule, m'a un peu déstabilisé parce qu'il y a un côté très gnangnan. Et puis... je trouve ça sonnait un peu Nouvelle Vague, il y a même un truc un peu Jacques Demy à un moment. C'était un peu Marie surprenant. Rivière, quoi. En plus, qui est actrice de Jacques Demy. Et après, en fait, le film prend un autre tournant après cette espèce de souvenir. Je me permets juste de rajouter que même pour aller dans ce que tu dis sur Jacques Demy, il y a même une séquence en mode un peu comédie musicale au début du film. Oui, c'est de ça dont je parle. Ah oui. J'ai oublié. Et en fait, ce qui est hyper bien fait, c'est que ça parle vraiment d'une relation hyper toxique et le mec est vraiment cauchemardesque. Mais ça va jamais, je trouve, dans la caricature. Ça reste vraiment... En fait, on comprend vraiment l'emprise qu'il a sur cette femme parce que c'est très évolutif, c'est progressif et vraiment il y a toujours cet entre-deux qu'il y a avec ce genre de pervers narcissiques qui vont un peu jouer sur les deux terrains pour réussir à garder une emprise émotionnelle. Et ce qui fait que je trouve le personnage du mari est vraiment très... m'a paru très réaliste. Ouais. Moi, j'ai trouvé que les curseurs étaient quand même peut-être un peu poussés, mais je comprends que ça soit fait comme ça aussi. Ça vient au fur et à mesure et au début, quand même, on se doute que s'il y a une couille, parce que moi, je connaissais pas forcément l'histoire, mais... Ouais, on sent déjà, elle met des petits indices aussi pour... Mais je trouve que c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. Axel qui se marre, c'est... Quoi? Non, mais j'écoute un peu attentivement. Alors vas-y, qu'est-ce que tu veux dire sur L'amour et les forêts, qui est coécrit par Audrey Diwan, oui, et qui avait fait l'événement, et c'est l'adaptation d'un livre d'Éric Reynard du même nom. Voilà. Bah du coup, comme Omar Lafraise, j'étais dégoûté d'aller le voir, et lui en plus... Melville Poupeau, Virginie Efira, Valérie Donzelli, ça me donnait vraiment pas envie et j'ai été hyper surpris, j'ai vraiment beaucoup aimé. Les 15 premières minutes sont abominables. J'avais l'impression de voir les fantasmes d'une daronne de 40 ans qui avait besoin de piment. C'est pas évident en même temps d'écrire des scènes comme ça de romance. Mais du coup tu comprends un peu mieux, mais même c'est vraiment hyper cucu et c'est relou franchement. Le nom de famille c'est comme l'amoureux. Ah oui c'est vrai, non, mais oui, et puis quand ils font des espèces de jeux de mots... On a des bons noms de famille cette semaine, Roger L'Hermite. Ouais mais Roger L'Hermite ça a pleuré de rire donc mais les 15 premières minutes j'ai eu très très peur, je me suis dit ah ouais donc c'est vraiment tout ce que je craignais en pire et au final non, du coup effectivement le film prend une vraie haute direction qui fonctionne extrêmement bien. Tout est en fait dès le début tu comprends au fur et à mesure que les petits trucs au début qui te font tiquer,
mais pas plus que ça. Tu te dis bon, ça va, ils sont amoureux, à la limite ça peut passer. Mais petit à petit tu comprends en fait que non, ça, dès le début en fait il y avait des gros indices qui te montraient que ça allait pas du tout, et vraiment ce truc par petites touches en fait c'est j'ai vu plein de gens dire que c'était nul parce qu'on voyait où ça allait en venir, machin et tout, mais en fait c'est pas ça le principe du film. Le principe du film c'est d'analyser les mécanismes qui mènent à ça, et pas du tout de faire une espèce de suspense sur où ça va aller. En fait on sait où ça va aller et on a très vite compris où ça va aller, et c'est pas du tout ça qui est important. C'est des échos que j'avais aussi eu de gens qui avaient vu le film. Ouais, j'avoue j'ai du mal à comprendre la critique, parce que ouais, vraiment en fait c'est beaucoup plus on décortique en fait tous les mécanismes qui mènent à ce genre de choses en fait, et je le trouve hyper intelligent dans son propos. Ça montre vachement bien comment souvent il y a ce truc de mais pourquoi tu t'es pas barré avant et tout, et ben le film montre très bien pourquoi en fait on se barre pas avant quand on rentre dans ce genre de relation, et non, le film est hyper intelligent, et du coup quand j'ai vu qu'il était écrit par Audrey Diwan, j'ai compris pourquoi il était hyper intelligent, parce que bon, Valérie Donzelli c'est pas non plus la plus grande réalisatrice du monde. Audrey Diwan, elle est derrière Bac Nord aussi, hein. Alors du coup, moi, c'est un film que j'aime bien. Oui, mais on a tous nos problèmes, c'est pas grave. Mais non, mais l'événement c'est vachement bien. Bref, on va rester sur l'événement. Oui, j'avais oublié qu'elle avait fait Bac Nord. Bref. Bah ouais, c'est son mari. Oui, c'est vrai. Mais elle assume plus trop d'ailleurs. Après, elle avait pas fait la promo et tout. Elle s'était un peu dégagée du truc. Bref, on a hâte de voir son Emmanuel. Du coup, ouais, non, le film est juste très bien fait en fait. Même visuellement, il est très joli en dehors des 15 premières minutes qui sont filmées comme un film porno un peu esthétisé. Tout le reste, je trouve ça très joli, très soigné. Non, vraiment, en fait, j'ai pas grand chose à dire à part que c'est très solide, très carré, très, très bien fait en fait. On s'attache vraiment au personnage. Et puis ça va, du coup, Melville Poupeau et Virginie Fira. Bah oui, en fait, lui, il a pas l'habitude, je trouve, de ce genre de rôle, et là, il marche très bien en fait en espèce de mec complètement pervers, je trouve très juste, et Fira, même dans son double rôle d'ailleurs, ça m'a pas du tout choqué pour le coup qu'elle joue une jumelle. C'est un peu rigolo limite, mais ça m'a pas plus fait réagir que ça en fait. C'était là et ça marchait pas trop mal, je trouvais. Donc voilà. Gauthier, sur L'amour et les forêts, tu l'as vu à Cannes toi ? Je l'ai vu à Cannes à l'avant-première et j'ai beaucoup aimé aussi. C'est juste pour noter comme ça, c'est le standing ovation le plus long que j'ai vu à Cannes. Ça a vraiment duré hyper longtemps. Et il y a un moment où vraiment la réalisatrice et Virginie Fira ne savaient pas où se mettre. Et à la fin, je commençais à pleurer. La réalisatrice a fait un discours. Et j'ai été surpris de l'accueil que ça a eu. Pour venir au film, j'ai beaucoup aimé comme Axel. Comme toi, je trouve, comme toi Simon, je trouve que Melville Poupeau fait un peu trop parfois. J'ai l'impression que quand il s'énerve... Parfois, tu crois pas trop, il va un peu trop loin, il est un peu caricatural. Mais sinon, globalement, c'est un très très bon film, je trouve. Notamment la lumière, moi, qui m'a beaucoup impressionné. Il y a des scènes où vraiment, d'un coup, t'as l'impression que c'est à la fois très beau et à la fois cauchemardesque, avec des lumières très, très marquées. Il y a des lumières rouges très, très présentes. Ouais, vertes aussi. Ouais, voilà, c'est vraiment des... Vertigo. Voilà, et totalement. Et voilà, il travaille sur les lumières monochromes à fond. Et je trouve que ça marche hyper bien tout le long. Ouais, la musique aussi d'ailleurs. La musique, ouais. C'est ce que je voulais ajouter de Gabriel Yared qui est vachement bien aussi. Justine, finissons par toi, qui l'a vu cet après-midi, t'en ressors. Oui, je suis dubitative du film. Je savais pas vraiment ce que j'allais voir. J'avais peur que ce soit un truc beaucoup plus plan-plan, voilà. Donc après, une fois que j'ai compris très rapidement le propos, que c'était pas ça. Je me suis dit, ok, ça va aller. Mais ouais, non, en arrivant, du coup, le film avait déjà commencé. Merci le Diagonal. Mais non, j'ai quand même eu le temps de voir ces 20 minutes assez douloureuses, vraiment. Et moi, elles sont passées vite. Le film est assez court quand même aussi. Il fait 1h45. J'ai pas du tout apprécié les 20 premières minutes, surtout quand j'ai commencé à comprendre le propos du film, où voilà, en effet, je trouve que ça vient assez rapidement. Et comme Axel, je suis d'accord, c'est pas ça le problème. Genre vraiment, y a beaucoup plus d'intéressant à l'intérieur du film. Mais par contre, voilà, l'effet vintage avec des tenues à la Claude Chabrol. Ouais, c'est vrai ça. Enfin, moi, c'est surprenant. Oui, ça se passe maintenant, mais on a l'impression que c'est surprenant. Et pour moi, du coup, c'était très problématique. Enfin, honnêtement, avec
avec le propos que ça desservait, j'étais en mode, il y a quand même assez peu de films qui parlent de ce genre de sujet. Je pense que le dernier qui m'avait marqué, c'était Mon Roi de Mai Wen. Et j'ai trouvé ça très problématique qu'eux, ils soient bloqués dans cette espèce de bulle vintage tout au long du film, avec une prof de français qui parle, voilà, avec les mots, les phrases toutes construites, toutes Virginie justes. Efira Avec, qui aime bien jouer des profs de français. Non, mais enfin, beaucoup de références. Enfin, bon, c'est bon, on connaît tous des profs de français. Enfin, je sais pas, c'est très cliché quand même sur certaines choses. Et je trouve que ça, par contre, ça tue un peu le propos du film. Le propos du film, parce qu'on a vraiment l'impression qu'eux, ils sont dans une bulle des années 70, quoi, et que genre le reste du monde marche normalement. En plus, on le voit vraiment très bien que le reste n'est pas comme ça, puisque bah voilà, tu vois des voitures sur un parking, un lycée qui est totalement normal, avec des élèves qui ont les cheveux roses, blonds. Enfin, tu vois vraiment très bien que c'est tourné à notre époque, et que d'ailleurs, elle s'en sort un peu par des systèmes qui sont de notre époque, mais que eux sont renfermés dans cette espèce de bulle codifiée à l'ancienne. Ce décalage-là, du coup. Oui, mais du coup, moi, ça me dérange parce que c'est vraiment quelque chose qui peut toucher tout le monde. Et enfin, je trouve. Et là, du coup, la façon dont ça a amené, on a un peu l'impression que de base, ils sont fermés dans un truc et que elle, finalement, c'est pas qu'elle a voulu, mais tout est fait dès le début pour qu'elle soit un petit peu dans ce monde-là où elle est un peu seule, un peu triste, un peu écrasée, un peu incomprise, et où du coup, elle a pas tellement d'amis dès le début, et puis hop, on l'éloigne de sa famille, et tu vois, il y a aucun élément extérieur à aucun moment, mis à part vite fait le lycée, qui fait déclencher quelque chose d'autre. Et donc oui, les scènes de l'intérieur sont très intéressantes, et l'étouffement est particulièrement bien montré. Il y a vraiment des scènes qui sont très 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 intelligentes. Il y a un jeu de miroir à un moment donné qui est incroyable. Ouais, c'est le montage qui fonctionne bien d'ailleurs. Le montage est phénoménal pour moi. Genre là-dessus, j'étais hyper touchée, et franchement, voilà, pour ne pas du tout aimer Virginie Efira et en plus avoir là joué 2 rôles en même temps, j'étais en mode wow, toujours plus. Mais là, j'ai à peu près apprécié son rôle, et surtout celui de Melville Poupeau. Poupeau, ouais, pardon. Pour le coup, waouh, genre ça a changé d'habitude. Et moi, j'ai pas trouvé ça caricatural, son rôle. Genre honnêtement, déjà les phrases étaient très très bien choisies, maîtrisées. Moi, c'est pas sur ce côté caricatural là, c'est surtout qu'il prend tout. Les mauvais côtés, parce que c'est vraiment un connard dans le film, mais je veux dire, il a tout regroupé en un seul personnage. Oui, mais c'est vraiment la réalité, je pense, de ce genre de profil-là, c'est-à-dire que voilà, même quand ils reconnaissent en fait que c'est des merdes, ça c'est hyper intéressant. C'est très intéressant, et c'est très méta. Et ça arrive, et vraiment, enfin, faut s'y pencher, mais ça arrive. Donc oui, il y a des gens qui ont juste des petits comportements par-ci par-là, et oui, du coup, voilà, dans Mon Roi, finalement, c'est plus subtil d'une certaine façon, mais là en fait c'est exactement tous les codes de A à Z, et toute la problématique et toute la difficulté de la chose du début à la fin, et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais le cadre qu'ils ont mis de base, malgré que du coup ce soit esthétique et magnifique, pour moi tue un peu le propos tout de même. Voilà. Je vois pas trop du coup en quoi ça va à l'encontre du propos, parce que pour moi ça le renforce. Il y a un côté un peu un retour à l'idéal fantasmé patriarcal qui moi je pense que ça pour elle ça dénature le côté naturaliste du film en faisant beaucoup d'esthétique. Je sais pas si c'est ça. En fait, c'est surtout, je trouve que voilà, ça tue le côté ça embellit un peu le. C'est pas juste ça embellit, vraiment ça peut arriver à beaucoup de gens, et je pense que ça aurait été plus intéressant de prendre ça sur les mêmes personnages, un banquier, une prof de français, mais plus réaliste, quoi, moins vintage, moins bourgeois. Ça te met trop loin par rapport au spectateur. Oui, je trouve vraiment que ça t'éloigne du truc, et voilà, même jusqu'à la voiture, quoi, genre tout est vraiment très vintage. Tu vois même pas vraiment son téléphone portable quand elle appelle, et donc après il y a que à la fin où d'un seul coup du coup il y a toutes les scènes avec la psy qui sont intéressantes aussi, mais ouais, il y a qu'à la fin où d'un seul coup t'as le vrai hôpital, le vrai palais de justice, tu vois, où d'un seul coup t'es dans ce truc. Mais moi j'avais un problème avec ce huis clos là, c'est-à-dire pas le fait que de base il y a un huis clos intéressant, mais le fait qu'on ait l'impression que ce soit bloqué dans une autre époque, un peu comme il y avait un film américain, bon ce soir je suis fatiguée, j'ai pas les noms, avec Harry Styles.
où justement c'était ça l'idée, c'était de retourner dans une autre époque. Oui, Don't Worry Darling. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Et là, dans ces cas-là, si tu pars dans ce truc-là, oui, je veux bien que tu reprennes les mêmes codes. Mais là, je pense pas que c'était la volonté du film. Après, faut voir le livre. J'ai pas lu le livre. C'est dommage que Axel fasse sa meilleure vanne au bout d'1h07. Très bien, on va conclure maintenant parce qu'on va être en retard. Sinon, ce que je vous propose, c'est que ça soit T-Pain qui annonce la suite de l'émission. Eh oui, la suite de l'émission, c'est les top. Bonjour, Margot Costa pour The Cinéma Show. Oui, j'étais obligé de remettre, comme l'année dernière, le petit Margot Costa pour Cinéma Show, dédicace à elle. Et merci T-Pain d'avoir annoncé ce passage. De rien, Simon. C'est un calvaire. On commence par le top 1 de chaque chroniqueur pendant ce festival de Cannes. Donc ça sera vous, Conan, Gauthier. Up to a Sex. Ok. The Sweet East. The Sweet East, ok. Et entre les deux, de ce soir, Omar la fraise et L'amour et les forêts, vous direz quoi, Justine? Oui, bon, moi, Omar la fraise, hein, clairement. Ouais. Moi, c'est L'amour et la forêt. L'amour et les forêts. Les forêts, pardon. Ouais. L'amour et les forêts aussi. Et toi? C'est hyper dur. T'hésites? Je me suis même pas trop penché. Omar la fraise, mais c'est quasiment égalité, franchement. Très bien. Alors, je vous fais un top général de l'équipe de Cinéma Show qui était à Cannes, et donc c'est un top sur les films vus à Cannes. En troisième position, on a une égalité entre How to Have Sex de Molly Manning Walker et Anatomie d'une chute de Justine Triet, la Palme d'Or. En deuxième position, on retrouve Le procès Goldman de Cédric Kahn. On n'en a pas parlé ce soir, mais très bien, ouais. Trop bien. Ouais, très gros coup de hyper cœur solide, aussi. ouais. Très bien, tout ce que j'adore dans les films de procès. Et justement, un tout petit point, je trouvais que Anatomie d'une chute sur sa partie procès souffrait de la comparaison avec le procès Goldman, qui était pour moi beaucoup plus réussi dans ce niveau-là. Et en première position, on retrouve là aussi une égalité qui va faire plaisir à Axel et Nino, Conan de Bertrand Mandico. Oula, avec Mandico simple, premier d'un top. Avec Simple comme Sylvain, aussi de Monia Chokri. Trop bien aussi. Ouais. C'est une comédie québécoise et c'est vraiment drôle, c'est hyper inventif et voilà. On s'en fout, il y a Conan. Ferme-la avec ton Mandico, c'est bon. Bon, ne vous énervez pas parce que vous êtes ensemble pour le quiz. Et c'est d'ailleurs le moment d'arriver au quiz, j'y arrive pas, concocté par Raphaël ce soir et que j'ai l'honneur de présenter Jingle. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, mais alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my God. What? No. Oh, come on. Anyway, lead on. Allons-y. Alors pour rappel, les équipes du soir sont Gauthier et Axel. Chef d'équipe Gauthier. Et en face c'est Nino et Justine, chef d'équipe Nino. Et il y a déjà 3-2 pour l'équipe de Gauthier, je vous rappelle. 3-2 pour l'équipe de Gauthier. Je dis ça, je le redis une dernière fois, il y a 3-2. Il y a combien, je suis sûr, sur les scores? C'est 3-2. 3-2. Ouais. Pour quelle équipe? Pour l'équipe de Gauthier et Axel. D'accord. Ouais. Donc, quel est le titre de ce quiz cette semaine? Toujours un jeu de mots, il y avait Omar la fraise et L'amour et les forêts. Omar le quiz, et vous? L'amour et les quiz. L'amour et les quiz, je te le compte, Omar le quiz, il avait écrit Omar la quiz, mais c'est pareil, moi je suis un mec sympa. 4e point pour l'équipe de Gauthier et Axel. Musique de film, dans quelle œuvre entend-on cette musique? Alors, c'est un film avec deux personnes dont on a beaucoup parlé ce soir. Une actrice et une réalisatrice notamment. Civil? Non, mais t'es sur la bonne voie. Victoria avec Virginie Fira et de Justine Triet. 5e point pour l'équipe de Gauthier et Axel. En or ou en bois, retrouvez les vraies infos parmi les propositions. Chiara Mastroianni, la maîtresse de cérémonie à Cannes cette année, avait déjà fait partie du jury pour la Palme d'Or. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors? Je sais pas du tout. En or ou en bois, est-ce que Chiara Mastroianni avait déjà fait partie du jury pour la Palme d'Or? En bois pour l'équipe de Justine et Nino.
Entente en or, ouais. En or pour l'équipe de Gauthier Axel, et c'est vous qui avez raison, Gauthier Axel. C'était en 1998 lors de la présidence de Martin Scorsese. Pas mal. D'ailleurs, en cette même année 98, le jury emmené par Scorsese avait remis la Palme d'Or à Ken Loach. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? En or ou en bois? En cette même année 98, du coup, le jury emmené par Scorsese et avec notamment Chiara Mastroianni et même MC Solar. MC Solar était dans le jury. Je dis des infos comme ça, ils s'en battent les couilles. Ils ont remis ça à Ken Loach, la Palme d'Or. Il y avait MC Solar dans ce jury. Il y avait MC Solar. C'est quoi les scores? 6-2. C'est nous aider qui est MC Solar? Non, c'est marrant qu'il y ait MC Solar et Scorsese dans le même jury. Oui, donc, est-ce qu'ils ont remis ça à Ken Loach? Et il y avait Chiara Mastroianni du coup. Non. En or ou en bois? En bois. En bois. Vous avez raison, Ken Loach était bien en compétition avec My Name is Joe, qui a remporté le prix d'interprétation masculine. Mais c'est L'éternité et un jour de Théo Angelopoulos qui a eu la Palme d'Or. Et Le vent se lève, du coup, c'était quelle année? C'était plus tard, ça. C'était plus dans tard, les années 2000. Okay. Ouais. 7-3. Dernière en or en bois, L'éternité et un jour de Théo Angelopoulos a d'ailleurs reçu la Palme d'Or à l'unanimité. 22 palmes d'or ont été remises ainsi. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? À l'unanimité. 22, c'est beaucoup. À l'unanimité. Sur 76 éditions. Bon, 22, c'est pas tant que ça. Alors, en or ou en bois? Ça... En or. Rapidement, Non, en or pour l'équipe de Gauthier et Axel. En or. En or aussi pour Justine et Nino. Vas-y, en or. Et oui, c'est la bonne réponse. Ça fait un 8e point pour Gauthier Axel et 4e point pour Nino et Justine. La dernière en date étant... Vous l'avez? Non. C'était Parasite de Bong Joon-ho qu'il avait eu à l'unanimité. Qui a dit? C'est une question de rapidité. La science est la science, basée sur des faits, ce n'est pas une opinion. Il faut respecter la science, elle nous a apporté les médicaments, elle nous a apporté l'espace. Écoutons la science, écoutons ce que nous dit le monde. Il nous dit qu'il est abusé, que nous détruisons la capacité de la nature à nous servir. Notre futur dépend de la science et du fait de reconnaître la vérité sur ce qui se passe devant nos yeux. C'est un acteur. Non, c'est un acteur américain qui a dit ça, c'était sur le plateau de France Télévisions. Allez, je vous ai donné Harrison Ford. Harrison Ford, bonne réponse. Il est bon. Avec Laurent Delahousse, qui juste après ou juste avant, je sais plus trop, lui posait une question sur son avion qu'il avait crashé quelques années auparavant. C'est drôle ce changement d'ambiance. 9e point pour l'équipe de Gauthier et Axel. Cette semaine, donc, on a une John Watson avec des propositions. Donc si vous avez la bonne réponse tout seul, vous gagnez 4 points. Si vous avez la même bonne réponse, vous gagnez 2 points. Habituellement, quand un ou une réalisatrice remporte la Palme d'Or, elle reçoit les félicitations du président de la République. Cette année, quelle a été la réaction d'Emmanuel Macron? Il s'est étonné du discours de Justine Triet. Il n'a félicité que la production du film. Il n'a félicité que l'équipe de la Passion de Dodin Bouffon. Il n'a pas du tout réagi. Il a dit que le film Zone of Interest aurait dû l'avoir. Je crois que c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas réagi. Donc il s'est étonné du discours, il a félicité la production, il a félicité l'équipe de la Passion de Dodin Bouffon. Il n'a pas du tout réagi, où il a dit que Zone of Interest aurait dû l'avoir. Il y a genre 3 jours, il n'avait pas réagi. Nino, j'ai rien vu passer non plus de lui. Tu donnes une proposition à Justine, vous dites sur ça, il n'a pas réagi. Il a pas réagi. Ok, et vous dites pareil. C'est effectivement la bonne réponse, il n'a pas réagi, donc ça fait 2 points pour chaque équipe. Vous êtes à 11 équipes de Gauthier et Axel, 6 pour Nino et Justine. On passe à notre quiz spécial, les films français récompensés à Cannes. Voilà, c'est la transition qui est là. Qui c'est celle-là? Il faut retrouver du coup le film en question. Marjane Satrapi. Ah, Persépolis. Et oui, Persépolis, prix du jury à Cannes en 2007. C'est la Demontada. Une réplique, un film. Dans quel film entend-on cette réplique? Bonjour, mademoiselle. Titan. Contrôle de police. Non. Vous faites quoi là? Ah oui, Les Misérables.
Et oui, Les Misérables, Justine qui dort, elle en parlait tout à l'heure. Mais je l'avais. 13e point. Je ne vais pas pouvoir vous faire le résumé raté parce que pour ceux qui sont autour de la table, comme vous pouvez voir, ça a mal été imprimé. Donc on va passer tout de suite au jeu des synonymes. Je vous fais le synonyme je vous remplace en fait les mots d'un titre avec que des synonymes. Il faut retrouver le bon titre en question. Si je vous dis le frère de ma mère. Mon oncle de Jacques Tati, prix du jury en 1958. Et oui, 14e point pour l'équipe de Gauthier et Axel face à 6 points pour Nino et Justine. J'en ai un autre. Le frère de mon père qui vient de l'outre-Atlantique. Ah, Mon oncle d'Amérique. Mon oncle d'Amérique d'Alain René, Grand Prix en 1980. 15e point, je vais pas avoir de place pour mettre les scores. Merci l'international. Je vais vous donner donc un titre de film à l'international d'un titre français. Il faut retrouver le titre sous lequel on connaît en France, puisque c'est pas notre titre. The Pot-au-Feu. The Class. Elle est très connue. The Class. Peut-être. J'ai un doute, mais je pense. Cet homme-là. Non, en vrai, c'est une palme d'or. Oui, bah oui, si, c'est ça. Alors, putain, Laurent Canté. C'est une palme d'or. Là, on est comment dans cette salle ? Ça, c'est quoi sur le côté ? Entre les murs. Entre les murs. Voilà. Dur. Justine qui est là, juste en visite ce soir, qui est en train de nous regarder le quiz avec grand plaisir. 16e point pour l'équipe de Gauthier et Axel. On passe au pas tourné. Laquelle de ces actrices françaises n'a pas eu de prix d'interprétation à Cannes ? Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Juliette Binoche, Bérénice Bejo ou Isabelle Huppert. Elles vont apparaître à l'écran. Laquelle de ces actrices françaises n'a pas eu de prix d'interprétation à Cannes ? Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Juliette Binoche, Bérénice Bejo ou Isabelle Huppert. Alors, ça dit quoi ? Cotillard, Gainsbourg, Binoche, Bejo, Huppert. Je vois pas pourquoi. Allez, je vous ai déjà dit 3 fois. Normalement, vous pouvez me donner une réponse là. Nous, on aurait dit Bérénice Bejo. Bérénice Bejo pour l'équipe de Gauthier et Axel. On dit la même chose, nous. Pareil. Alors, Isabelle Huppert, elle en a eu pour deux rôles, la pianiste et Violaine Nozière. Bérénice Bejo, elle l'a eu pour Le passé d'Asghar Farhadi. Et oui. Juliette Binoche pour Copie conforme et Charlotte Gainsbourg pour Antichrist. C'est Marion Cotillard qui l'a jamais eu. Et comme dirait Raphaël, cette grosse nulos. Casting 5 étoiles. Je vous donne le casting d'un film, il faut retrouver le long métrage en question. Si je vous dis Devin McDowell, Rebecca Dyson-Smith, Rila Fukushima, Angèle, Ron Mael, Russell Mael, Annette. Bien joué. Annette, prix de la mise en scène en 2011. Angèle, putain. C'est grave Angèle que je l'ai eu. 8 secondes et demie de temps d'écran. Musique de film. Dans quel film peut-on entendre cette musique ? 120 battements par minute. Oui, ça va vite. 120 battements par minute. Je l'écoute tout le temps cette musique en vrai. Moi aussi je l'écoute. C'est l'heure du duel time. Bon, ça va être rapide, hein. Les jeux sont déjà faits, mais on le fait pour le plaisir, puisque c'est 4 points. Donc, ok, déçu quoi. il m'a pas écrit le deuxième sujet, mais je vais quand même vous l'inventer là en live. Régale-nous. Gauthier, Axel, vous avez le choix entre palme d'écart ou succès. De toute façon, c'est toi. Je l'ai bien inventé, hein, le succès, vous allez voir. Tu préfères choisir quoi ? Succès. Laquelle de ces palmes d'or françaises que tu vas voir à l'écran a fait le plus d'entrées ? Dipan, Titane, La vie d'Adèle ou Amour. Laquelle de ces palmes d'or françaises a fait le plus d'entrées ? Dipan, Titane, La vie d'Adèle, Amour. Gauthier, c'est toi qui réponds. La vie d'Adèle. Tu es le chef d'équipe. La vie d'Adèle pour Gauthier. Je dis déjà que c'est la bonne réponse. On n'en a plus rien à foutre. Voilà, 22e point. Bravo, vous êtes les champions. Nino, on se l'a fait pour le plaisir, histoire de voir si vous finissez à 2 ou à 10. Donc, palme d'écart. Quelle est la durée maximum qu'il y a eu entre 2 palmes d'or françaises ? 7 ans, 12 ans, 18 ans, 21 ans. 7, 12, 18, 21 ans. La vie d'Adèle, c'était plus simple. Ouais, mais il fallait être premier pour choisir votre sujet. Quelle est la durée maximum qu'il y a eu entre 2 palmes d'or françaises ? 12, vous finirez à 2 points, puisque c'était 21 ans.
à 2 reprises, entre Un homme et une femme en 66 et Sous le soleil de Satan en 87. Ouais, mais il y en a 66 et aussi. entre Sous le soleil de Satan en 87 et Entre les murs en 2008. À chaque fois, il y avait eu 21 ans d'écart. Là, on les a plutôt bien enchaînés ces dernières années. Belle victoire de l'équipe d'Axel et Gauthier, 22-2. On était proches. Face à Nino et Justine. Ouais. À vous deux, vous Il y a avez qu'un rapporté d'écart, un point à chacun. Bah ouais. C'est stylé. Bon, merci à Raph aussi pour l'écriture du quiz. Et très sans bien, ce transition, passons tout de suite à nos recos de la semaine. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Toutes les semaines, les chroniqueurs et moi-même vous emparent d'un petit coup de cœur. Et cette semaine, c'est quasiment que de la musique. On va commencer par toi, Gauthier. Alors, je voulais parler de l'album Phoenix de Lord Esperanza. C'est un album que j'ai découvert vraiment hier. Et je fais que l'écouter. C'est du rap, mais en même temps, il y a des parties vraiment chantées avec des chœurs derrière. Il y a un côté assez épique. Et aussi tout un travail sur les instruments électroniques vraiment intéressant. Très bien. Justine, toi, tu nous parles d'un titre en particulier. Oui, c'est le titre Caramello de Ciel. C'est la fille de Le Motif et c'est incroyable. Voilà, elle a 6 ans et elle chante incroyablement bien sur une chanson comme quoi elle adore les bonbons. Ok, vu que c'est un seul titre, tu peux peut-être nous la fredonner tant qu'on y est. J'ai plus l'air en tête là. Et bah, c'est vraiment ta bonne reco de la semaine. Hein. Franchement, elle fait plaisir. Mais non, mais c'est incroyable, vraiment, allez écouter. Et en plus, il y a eu plein de streams et j'espère qu'elle va sortir un album complet. Et Le Motif, c'est incroyable tout ce qu'il fait, parce que du coup, il est compositeur, rappeur. Je crois qu'il a ouvert un label, enfin, en tout cas, il fait de la production. Et genre vraiment, il compose hyper bien et il y a plein de titres hyper connus qu'on connaît et genre où on trouve juste trop bien le rythme et pas du tout le rap qu'il y a derrière et où c'est lui qui est derrière. Donc juste écouter tout son taf à lui aussi. Ok, attention Axel avec ton téléphone, tu fais du bruit parasite. Palme d'or. En parlant de parasite, c'est toi Axel qui va parler maintenant. Je mets l'autotune alors que c'est utilisé dans la musique, mais là toi tu vas nous parler d'une bande dessinée. Ça continue, hein. Ouais, ça continue, c'est peut-être pas toi alors. Ouais, je pense que c'est pas. Ouais, c'était toi ça. Non, c'était pas moi, il est là depuis le début. Vas-y Axel. Je vais vous parler de Tout va bien, une BD de Charlie Genmore, je sais pas trop comment ça se dit. Ouais. Ça parle d'une jeune fille qui n'est jamais tombée amoureuse et qui sort à peine de l'adolescence et qui va se lancer un pari de se dire tiens, le prochain garçon qui me demande de sortir avec lui, je vais sortir avec lui, on verra bien ce qui se passe. Et c'est assez sublime comment ça parle avec une grande justesse de tous les problématiques qu'on a quand on se pose des questions, quand on est adolescent, quand on sait pas trop où on va dans la vie, quand on sait pas trop gérer ses sentiments, ses émotions, etc. Donc c'est très très bien dessiné, c'est très joli, c'est hyper méta. Dans une partie du bouquin et c'est vachement intelligent, c'est très drôle aussi, c'est très beau, donc vraiment c'est super à tous les niveaux. Merci Axel pour cette recommandation. On fait le tour de la table, on peut même dire Around the world avec Nino qui nous recommande un classique qui a fêté ses 10 ans cette année. Oui, le dernier album des Daft Punk, Random Access Memories, qui est un de mes albums préférés. Alors bon, c'est l'album de Get Lucky et Lose Yourself to Dance. C'est quasi pareil. C'est fou. Et oui, je suis un peu le Pharrell Williams qui sont des très bons morceaux, mais l'album c'est pas que ça, c'est vraiment un album très très divers avec pas mal d'orchestral, l'électronique bien sûr. Du coup, si vous l'avez jamais écouté, je vous l'invite à l'écouter. Et donc cette réédition, elle est vraiment cool parce qu'il y a des morceaux exclusifs qui sont vraiment super. Et puis il y a des petits inside, des tests et tout qui valent vraiment le coup. Voilà, je vous invite à écouter ou réécouter Random Access Memories. C'est pas juste un 10e anniversaire, genre en mode allez, on va le ressortir pour refaire du bif. Il y a vraiment un intérêt, c'est très cool. Très bien, et moi je finis aussi en musique avec l'album Papillon Monarque de Thury qui est sorti le 19 mai dernier. Les textes sont vraiment pas mal, il y a beaucoup d'autodérision aussi je trouve, il y a quelques interventions gospel, c'est du rap, hein, les prods sont vraiment bonnes, c'est vraiment une superbe réussite. Merci du conseil.
Merci Justine, Nino, Axel et Gauthier d'avoir été en ma compagnie ce soir. Merci également à vous pour tout ce que vous avez fait lors du dernier Festival de Cannes pour TCS et Radio Campus Montpellier. Pensez également à Valentin et Margot qui ont bien bossé aussi. On remercie Déborah, Yanis et Julien à la technique du jour et sans qui on n'aurait pas d'autotune. Là j'ai l'impression d'être belle, ouais. C'est parti loin. Mais il y a un écho et tout, comment ça se fait? Ça c'est Yanis qui s'amuse en régie. Si l'émission vous a plu et que vous voulez encore plus d'autotune, n'hésitez pas à nous le dire sur Facebook ou Instagram, et vous pourrez aussi retrouver tous les replays sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. La semaine prochaine, Florent sera aux commandes de l'émission avec 3 films au programme. Spider-Man Across the Spider-Verse de Joaquim Dos Santos et Kemp Powers, Renfield de Chris McKay et L'île rouge de Robin Campillo, dont on venait de parler dans le quiz d'ailleurs, qui n'était pas sélectionné à Cannes, donc à mon avis ça sera peut-être pas terrible, je sais pas. C'est bizarre qu'il fasse pas de bruit ce film. Il a été envoyé à Cannes en plus, il a vraiment juste pas été pris, donc ça fait un peu peur. Ça a l'air d'être nul. En tout cas, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que ça pue la merde d'être reconnu sans être riche. Et c'est pas moi qui le dis, mais Thury, ma recommande de la semaine. On se quitte donc avec ce titre, Reconnu sans être riche. Bonne semaine à vous. The Cinema Show, c'est tous les mercredis sur Radio Campus Montpellier. Mais c'est encore un peu maintenant. Ça pue la merde d'être reconnu sans être riche. Qu'est-ce que ça pue la merde d'être reconnu sans être riche? Ouh, ça pue la merde. Yeah. Ça pue la merde d'être reconnu sans être riche. Qu'est-ce que ça pue la merde d'être reconnu sans être riche? Ouh, ça pue la merde d'être reconnu sans être riche. Wow. Parler à Louzen de Yakuza en DM, sans pour autant rouler dans une BM. C'est un monde de requins, c'est un monde de TN. Je devrais être sponsorisé chez Nike. On a perdu des plumes avec Eddie en réalisant Bleu Gospel. Aujourd'hui sa caisse est à la casse. J'ai perdu l'amour de gens qui m'aimaient vraiment. J'ai 1001 raisons d'avoir un gun à la casse. Je suis pas de la nouvelle école. 3 ans et demi, le temps passe vite mon bébé j'acte. Plus j'essaye de pas ressembler à mon père, plus je lui ressemble, il me reste plus qu'à peser mes actes. Je fais pleurer les femmes, je fais pleurer les fans. Ceinture noire de canapé, au moins 10e dan. Si j'ai taclé ta femme, mon gars excuse-moi, faut mettre les protèges tibia, négro c'est la canne. Ça pue la merde d'être reconnu sans être riche. Qu'est-ce que ça pue la merde d'être reconnu sans être riche? Ouh, ça pue la merde. Yeah. Ça pue la merde d'être reconnu sans être riche. Qu'est-ce que ça pue la merde d'être reconnu sans être riche? Ouh, ça pue la merde d'être reconnu sans être riche. Wow. Je suis au téléphone avec Ousbad, j'essaye de lui expliquer que personne ne l'aime vraiment, que le monde est vraiment méchant, que pour l'instant les gens le collent comme un aimant. Mais à la première sauce, ou s'il sort pas de musique, il connaîtra le sable mouvant. Y'a que le cash qui compte apparemment. Personne ne prie pour moi à part maman. Je connais aucun négro qui sait garder un secret. À part un mort, vous êtes dans une matrice, bande de guignols. Vos carrières meurent, je danse comme Ronaldinho. Je suis piquant comme un piment jalapeno. J'essaye d'expliquer aux minots que sans l'assassin Manigno, faut pas commander de filet mignon. Je suis ni un caïd, ni un saint, ni accro à la cocaïne. Je suis simple, c'est ce que chantait Luciano. Mais en vrai, ça pue la merde d'être reconnu sans être riche. Ça pue la merde d'être reconnu sans être riche. Ouh, ça pue la merde d'être reconnu sans être riche. Yeah, yeah. Ça pue la merde d'être reconnu sans être riche. Oh, ça pue la merde d'être reconnu sans être riche. Ça pue la merde d'être reconnu sans être riche.